Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mercredi 15 février 2023. En direct de nos studios de Douala, la première escale en kiosque que nous propose la presse ce matin. On démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la maladie à virus Marburg. 2 cas suspects dans le district de Lamzé, titre la nouvelle expression de ce matin. Le journal nous fait savoir que 2 enfants de 16 ans sans antécédent de déplacement en Guinée équatoriale ont présenté des symptômes de fièvre hémorragique. Ces cas pris en charge ne sont cependant pas confirmés, nous dit dans le journal la nouvelle expression. D'autres précisions sont à lire en page 2 de l'édition de ce jour. Pour le quotidien Éco-Santé sur le même sujet, épidémie de Marburg en Guinée équatoriale, le Cameroun n'a encore enregistré aucun cas, nous dit Éco-Santé. Cette maladie qui a déjà causé une vingtaine de morts en Guinée équatoriale, à la frontière du sud du Cameroun avec les districts de santé d'Ambam, d'Olamzé et de Kiossi, n'est pas encore présente au pays. Toutefois, le ministre de la Santé publique appelle les populations à plus de vigilance en se lavant régulièrement les mains, en évitant le contact avec les fluides corporels des personnes malades, y compris les rapports sexuels, éviter le contact avec les animaux sauvages malades ou trouvés morts, et laver les aliments et les consommer bien cuits et chauds. Des dispositions ont également été déjà prises par les autorités pour mettre le Cameroun à l'abri de cette nouvelle épidémie. D'autres détails à lire en page 4 du quotidien Éco-Santé. Le Messager s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. 7 Valentin au tribunal militaire, c'est le titre du Messager de ce jour. Amougou Belinga, lieutenant-colonel Danoué et une vingtaine d'autres personnes ont été présentées hier par devant le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé. Pour le journal Mutation, affaire Martinez, au pas militaire, titre Mutation. Les principaux suspects ont été présentés hier au juge d'instruction du tribunal militaire après la série d'auditions au 7. D'autres détails à lire en page 5 de Mutation. Pour le quotidien Le Jour, assassinat Martinez-Zogo, Amougou Belinga au tribunal militaire. Les personnes encore détenues dans le cadre de cette affaire étaient face au commissaire du gouvernement hier du côté de Yaoundé. Pour le journal Émergence, affaire Martinez-Zogo, Amougou Belinga et compagnie devant le commissaire du gouvernement. Pour en savoir davantage, lisez l'article paru en page 3 du quotidien Émergence. Et pour Popoli, affaire Zogo, quand les accusés rentrent au 7, prolongation à suspense, c'est le titre donc du Popoli. Pour Cameroun Tribune de ce jour, on s'intéresse au contentieux des sénatoriales. Les débats s'ouvrent, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Le Conseil constitutionnel se prononce dès ce mercredi sur les 13 recours reçus suite à la publication par le Conseil électoral d'Election Cameroun des listes retenues pour le scrutin du 12 mars prochain. D'autres détails à lire en page 11 de Cameroun Tribune. Le Forum Libre s'intéresse à l'an 90 de Paul Biya dans la Léké. Comment Eyebe Aïssi mobilise les jeunes derrière Paul Biya au cours d'une réunion élargie de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC tenue le 9 février 2023 à l'occasion de la préparation de l'édition 2023 de la fête de la jeunesse. Le MINCAF et patron politique de la Léké a invité les jeunes de ce département de continuer à soutenir la politique du chef de l'État qui met tout en œuvre pour accompagner les jeunes à se prendre en charge grâce aux actions multiformes de l'État, au cœur du message de Henri Eyebe Aïssi en page 2 du journal Le Forum Libre. Voilà pour l'essentiel des tabloïds sélectionnés dans le cadre de cette émission. On accueille nos invités pour en parler. Il est déjà avec nous en plateau. Idriss Esson, bonjour Idriss et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier ce mercredi à toutes les autorités administratives, Achille, qui sont frileux d'être devant la presse. Vous savez que malheureusement en 2023, tout ce qu'on fait est scruté et les autorités administratives qui ont peur de se prêter à ce jeu d'être accompagnés par la presse n'ont qu'à bien se tenir. Et pourtant, même si on fait bien, il vaut mieux le faire savoir. Voilà, merci donc d'être venu décrypter l'actualité avec nous ce jour. D'abord, pour planter le décor de cette édition, on va parler de ce cas de virus, du virus Marburg qui inquiète les citoyens camerounais malgré les rassurances des pouvoirs publics, notamment du ministère de la Santé publique. Cette maladie à virus Marburg et ces 2 cas suspects dans le district de Lamzé
une maladie, on le rappelle, qui a fait une vingtaine de morts du côté de la Guinée équatoriale, à la frontière avec le Cameroun. La nouvelle expression en parle ce matin. Il y a lieu, ils disent, de s'inquiéter sur cette nouvelle épidémie qui cogne aux portes du Cameroun. Oui, il y a toujours lieu de s'inquiéter lorsqu'il y a une épidémie qui enlève la vie des concitoyens. Il faut dire, Achille, qu'au Lamzé, c'est un district de santé. Il faut dire que dans le mécanisme et dans l'organisation administrative de la santé au Cameroun, on n'a pas de département comme dans l'organisation administrative. On a les districts de santé. Un district de santé, c'est un ensemble d'arrondissements qui se retrouvent, qui sont regroupés en districts de santé. Donc vous aurez souvent certains départements qui ont un seul district de santé, mais vous verrez d'autres départements qui ont 2, 3, 4 districts de santé selon la grandeur du département. Donc ici, au Lamzé, c'est le district de santé qui se trouve dans la région du Sud et qui est un district frontalier avec la Guinée équatoriale. Et il faut dire que le virus de Marburg, la semaine dernière, on a parlé de ces symptômes, de ces morts suspects du côté de la Guinée équatoriale et le ministère de la Santé avait lancé l'alerte. Et là, cette alerte ne permettait pas encore de savoir de quel virus il s'agit. Déjà, on est c'est un bon point de savoir que ce virus a un nom, ce virus de Marburg, et qui est désormais... Dont on dit être la cousine d'Ebola. Voilà, pas très loin d'Ebola, ce virus, donc, dont il est connu. Donc, quand on identifie déjà le mal, on peut déjà savoir comment le cerner. Raison pour laquelle les 2 cas suspects de Lamzé sont ces 2 jeunes, une fille et un garçon âgés de 16 ans, et qui ont été prélevés. Donc, les prélèvements sont au niveau du centre Pasteur. On attend la confirmation de ces prélèvements parce qu'ils ont des symptômes qui sont un peu rattachés, c'est-à-dire des maux de tête, des coulées nasales, avec tout ce que cela comporte, des céphalées fortes, qui vont un peu... qui ressemble aux symptômes de ce qu'on a vu de l'autre côté de la Guinée équatoriale avec ces morts. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui... que ces jeunes n'ont pas d'antécédents du côté de la Guinée équatoriale, n'ont pas effectué de déplacements. Selon l'article lu dans la nouvelle expression, il est bien dit que ces jeunes, au niveau des informations reçues du niveau du district de santé, n'ont pas été en Guinée équatoriale. Ça, c'est d'un. Et de 2, le district de santé donne les éléments selon lesquels il y a 42 personnes qui ont été approchées, c'est-à-dire dans l'entourage de ces jeunes, pour pouvoir, cette enquête, pour pouvoir savoir si ils ont été en contact avec le pays voisin pour pouvoir véritablement circonscrire ce mal si c'est le cas. Et déjà, il faut dire que le ministère de la Santé, lorsqu'on va dans Éco-Santé, signale que le ministre de la Santé a pris des dispositions, déjà sur le plan de la communication, sur le plan de la sensibilisation. Tous les leaders communautaires du district de santé de Lamzé d'attaque sont prêts, préparés pour pouvoir faire le tour des villages, des communautés, des aires de santé pour mobiliser les populations, pour qu'il y ait une attitude différente, prête à la riposte, si c'est le cas, avec ce virus de Marburg. Donc il faut dire que pour une fois, on peut apprécier l'alerte, on peut apprécier la réplique du ministère de la Santé, l'état d'alerte. On constate quand même que le dispositif de communication interne au niveau du ministère de la Santé, à partir des districts, jusqu'au niveau de le ministère est bien huilé parce que le cas d'alerte a été vite relevé et mis à la disposition du ministère de la Santé pour que la riposte se fasse. Donc nous espérons tout simplement qu'au cas où ce virus même aurait atteint nos frontières, qu'il puisse être circonscrit. Et si ce n'est pas le cas, qu'avec le dispositif de riposte, qu'on puisse éviter qu'il ne pénètre dans notre territoire. Alors, Prince Racine Gekam, bonjour déjà. On parle de ces cas de maladie à virus, donc Marburg, qui donc, est aux portes du Cameroun, des cas qui ont été donc détectés du côté de la Guinée équatoriale, avec des morts à la clé. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter à ce stade? Il y a une psychose qui plane. Véritablement, vous convenez avec moi que la majorité des tabloïds ont titré là-dessus, y compris l'édition de Forum Libre de ce matin, qui parlait plutôt de surveillance épidémiologique. Et c'est un tout petit peu ça le thème. Ce qu'il faut noter, et ce que Idriss a dit, au-delà de ce que les 2 cas qui sont relevés, qui ont été notés par les techniciens de santé et les médecins, malgré que ces gens ne se sont pas déplacés pour la Guinée équatoriale ces derniers temps, ceci m'amène à m'inquiéter encore en plus. Ça voudrait dire, vous savez qu'entre Olamzé et la Guinée équatoriale, c'est simplement 2 peuples qui sont
qui sont pratiquement la même chose. Vous voyez? Et donc les gens se déplacent, il y a un flux de déplacement entre nos deux pays. Et donc du coup, forcément, si vous avez ces deux cas, ça voudrait dire, je ne voudrais pas alarmer les gens, ça voudrait dire que si des cas ont été déjà détectés au niveau de la Guinée équatoriale et qu'on advient aujourd'hui à détecter seulement, pour une première fois seulement jusqu'à date, 2 cas, ça voudrait dire qu'il y a eu des déplacements, c'est-à-dire que des Camerounais ou alors des Guinéens qui sont partis, ce sont encore des cas suspects. Qui sont partis de la Guinée équatoriale pour le Cameroun. Et je pense que la lettre, il faut rappeler que c'est le chef du district de santé de Lamzé qui a d'abord sonné la lettre en pendant un communiqué pour signaler qu'il y aurait un type de maladie on est signalé au niveau de la Guinée équatoriale et que par conséquent, nos compatriotes devraient faire attention entre je dirais pas le brassage entre les déplacements entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est bien que le ministre de la Santé puisse sonner déjà la lettre pour interpeller les gens et afin que chacun puisse, avant qu'on ne détermine concrètement les précautions à prendre, que chacun puisse prendre des dispositions pour éviter de se faire contaminer. Aujourd'hui, la maladie a été déjà certifiée par l'OMS, ça voudrait dire que c'est déjà connu. Et par conséquent, je pense qu'une sorte de ceinture doit pouvoir être déclenchée au niveau du ministère de la Santé pour non seulement sensibiliser davantage, je dis bien davantage les populations. On nous dit que la maladie se manifeste par les maux de tête, les hémorragies dans les différents orifices, les troubles de comportement. Donc c'est important pour nos compatriotes de noter ces différents symptômes-là que je viens de citer. Donc, si les gens ont ces symptômes-là, qui se rendent directement dans un centre de santé ou alors dans un centre hospitalier pour se faire consulter et que les médecins puissent déterminer exactement ce que c'est. On ne voudrait pas, comment je vais dire ça, créer la panique ou bien alarmer les gens, mais à terme de communication, il faut le faire pour sensibiliser les gens, pour interpeller nos concitoyens afin qu'ils puissent faire attention. Surtout que le ministère de la Santé a prescrit un certain nombre de mesures à prendre, à observer par les citoyens pour éviter ces virus. À la presse en parle ce matin. D'ailleurs, on peut les rappeler, ces mesures, peut-être avec vous, Idriss Issom. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter Marbot? Oui, pour éviter Marbot, le ministère de la Santé a pondu un communiqué qui demande à tous les citoyens, à tous les Camerounais, de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, surtout après avoir manipulé un animal ou un produit d'origine animale. Donc, il faut se laver les mains systématiquement après avoir pris soin d'une personne présentant les symptômes de fièvre hémorragique, par exemple. Donc, voilà le premier élément. Il faut aussi éviter le contact avec les fluides corporels des personnes malades. Il faut éviter d'avoir des rapports sexuels avec ces personnes. Il faut aussi éviter le contact avec les animaux sauvages malades ou trouvés morts. Il faut laver systématiquement les aliments et les consommer bien cuits et chauds. Voilà donc pour ces mesures prescrites par le ministre de la Santé publique, c'est facile, on peut les observer pour éviter donc Marbourg. Voilà pour ce sujet tel que traité par la presse ce matin. Passons à un autre sujet qui revient abondamment également à la une des tabloïds ce matin. C'est bien évidemment l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez que les principaux suspects dans cette affaire ont été conduits devant le commissaire du gouvernement hier du côté du tribunal militaire de Yaoundé et le suspense qui perdure à Mougou-Belinga au tribunal militaire avec d'autres suspects. Mais très tard dans la nuit, ils ont été renvoyés au secrétariat d'État à la défense pour complément d'enquête. Donc, on n'a pas encore l'issue de ce procès Prince Assin Geka. Oui, notons que nous sommes encore au stade, comme je le disais, au stade des enquêtes préliminaires. C'est-à-dire que les différents OPJ, notamment mixtes, gendarmerie et police, qui ont auditionné les différents suspects. Après cette étape, l'étape supérieure, c'est de les déférer par devant le commissaire du gouvernement qui fait office comme de procureur dans le tribunal civil. Et la troisième chose qu'il faut observer, c'est que vous verrez qu'il y a des gens qui ont été auditionnés, mais après qui ont été, je ne dirais pas élargis, mais qui sont rentrés chez eux tout au moins. Donc, la troisième étape qu'il faut observer, c'est que j'ai vu un peu beaucoup de commentaires au cours de cette affaire lorsque les protagonistes ont été envoyés hier au niveau du tribunal militaire. Oui, mais ce dont il faut s'attendre, c'est que forcément, sur le principe, le commissaire du gouvernement peut estimer que l'enquête, par exemple, n'a pas été bouclée et qu'il faut encore un certain nombre d'éléments
pour boucler afin de lui permettre d'évoluer. Donc les suspects peuvent être renvoyés au niveau du CED où ils sont logés, pour un certain nombre de compléments d'enquête. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est que si les charges sont suffisantes contre les différents suspects, ils vont forcément être déférés dans les prisons. Par exemple, la prison au niveau de Yaoundé, puisque l'affaire là-bas, au niveau de la prison centrale de Nkondengui, ou bien la prison secondaire de Yaoundé qui est logée au CED, La quatrième chose qu'il faut observer, c'est que on remarque tout au moins une certaine évolution dans la prudence du traitement de cette information, contrairement à ce qui se faisait avant, où vous avez des confrères ou alors des organisations internationales qui trahissaient pratiquement le secret de l'instruction, c'est-à-dire qui vous disaient exactement comment l'audition s'est passée. Et je me suis, à titre personnel, posé des questions. Comment on peut avoir autant de fuites dans une enquête? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a un agenda derrière pour organiser ce type de fuite? Vous verrez même dans les pays occidentaux, lorsqu'une affaire est dans la phase préliminaire ou alors en instruction, on ne parle pas du fond du dossier. Mais j'ai été très surpris dans cette affaire que des gens parlent du fond du dossier. C'est-à-dire que vous dites exactement dans la presse ce qui s'est passé. Et vous remarquerez que, et certains de nos confrères l'ont dit, que la presse locale s'est contentée à sous-traiter cette affaire, traitée en premier, ou alors relayée en premier par Reporters sans frontières et les journaux et les journaux français. On a envie de savoir ce qui se cache derrière ce, tout au moins, pour qu'il n'y ait pas de... Et c'est ce que nous souhaitons, pour qu'il n'y ait pas de contestation ou alors d'accusation stérile. Je pense que les OPJ qui opèrent, qui travaillent cette affaire doivent être très sérieux, doivent respecter non seulement des procédures, doivent respecter les procédures, pour qu'à lorsque la sentence soit prononcée, que des gens ne crient pas à un acharnement ou à un complot. C'est ça que nous devons éviter dans l'affaire de Martinez. Que des gens, la presse doit éviter non seulement de se faire manipuler, et que des hommes politiques ou alors des clans puissent récupérer cette affaire pour régler leur compte. Et de ces hommes, quel commentaire, quelle analyse ça vous inspire, le fait que ces suspects aient été conduits devant le commissaire du gouvernement et renvoyés au secrétariat d'État à la défense au complément d'enquête? Oui, en fait, il semble que cela fait partie, lorsqu'on lit la presse ce matin, lorsqu'on lit les différents journaux, les différents titres que les téléspectateurs pourront justement acquérir en allant au kiosque, ils comprendront que la presse écrite a présenté ces scénarios. C'est-à-dire que c'était l'une des hypothèses. C'est-à-dire qu'arrivé chez le commissaire du gouvernement, il pouvait soit les déférer à détention préventive à la prison, soit renvoyer au CED pour complément d'enquête. Et surtout, peut-être que le commissaire du gouvernement peut trouver qu'il y a encore, ça spécule, et même la presse l'évoquait, qu'il y a encore peut-être d'autres suspects qui ne sont pas encore saisis à voir l'affaire ou bien à lire les déclarations des uns et des autres. Peut-être que le commissaire du gouvernement demande, mais il faut prendre tous les suspects avant de m'amener tout le monde ici. Ça, c'est bien. Et peut-être aussi que le commissaire du gouvernement peut trouver qu'il y a des failles dans l'enquête et qu'il ne faille pas aller vite en besogne. Et ça aussi, ça fait que retourner, comme ils sont au CED, je pense que la presse qui suit cette actualité va pouvoir nous permettre d'avoir ou bien, sommes-nous face à de nouveaux rebondissements, sommes-nous face au fait qu'on a pu relaxer 5 il y a 2 jours, peut-être qu'on va relaxer un certain nombre encore aujourd'hui. Attendons de voir, mais il faut tout simplement dire que la presse ce matin reconnaît qu'on a franchi une étape. On est parti du groupement de la gendarmerie pour le tribunal militaire et la procédure continue. Et qu'il n'y a plus assez d'éléments comme on a vu pour la première phase, avec beaucoup de détails qui ont relevé d'ailleurs Prince Aristide. Là, on a l'impression que maintenant c'est plus hermétique. On laisse le commissaire de gouvernement faire son travail et aussi des enquêteurs. Ce n'est pas plus hermétique. On ne va pas empêcher Achille, les journalistes, d'avoir des entrées. De fouiner. Un journaliste cherche, lorsqu'il y a ce type de situation, ce type d'actualité, par rapport à ses sources, on ne va pas empêcher qu'un journaliste ait des sources bien introduites pour pouvoir relayer une actualité. Et surtout que nous sommes enfin... C'est vrai que, tel que le président le dit, si c'est fait de manière à empêcher l'enquête d'aller jusqu'au bout, c'est qu'il y a un problème. Mais si c'est fait dans l'optique d'informer le public, je pense que les journalistes sont dans leur bon droit. Donc maintenant, au niveau du commissaire du gouvernement, c'est le tribunal militaire, vous savez que là-bas c'est autre chose. Je doute fort que peut-être qu'il y ait plus
d'accès à l'information que cela était... Non, je voudrais prendre une question juste pour savoir, puisqu'ici on n'a pas toujours de conférence de presse, ni pas enfin, tu comprends communication. Oui, une communication de ce qui se passe. Il faut fouiner comme peut-être l'a fait RSF avec ses réseaux. Alors, à quoi devrait-on s'attendre? Du moins, nous qui sommes friands d'informations, bien le public. Non, la presse à ce stade, parce que nous avons aussi un devoir de pédagogie. Je le dis sans embâche, ce que RSF a fait en publiant, c'est-à-dire que je dis bien entre guillemets, ça part de vérité dans les auditions. C'est une faute professionnelle. Dans ces détails-là, surtout. Ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas le faire en France sans être rappelé par les autorités judiciaires. Je dis, vous ne pouvez pas le faire. Ça, il faut le dire. C'est une faute professionnelle. Lorsque une enquête est en phase préliminaire ou en instruction, on ne dévoile pas le fond du dossier. Ce n'est pas possible. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas possible. Oui, on a besoin d'informations. Ce dont on doit accuser, peut-être c'est les autorités judiciaires en charge de ce dossier, qui devraient pouvoir nous informer, c'est-à-dire qu'il fait une communication comme ça se fait tout ailleurs pour dire nous sommes à tel stade de l'enquête, comme le communiqué d'ailleurs du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, parlant au nom du président de la République, qui a rappelé qu'il y a eu des interpellations, en fait du moins que l'enquête est suivie et qu'il y a eu des interpellations. Voilà, tout le monde est fixé là-dessus. Maintenant, lorsque il y a des suspects, je dis on peut vous accuser, je ne le souhaite pas, on peut vous accuser de chercher à manipuler l'opinion ou alors à influencer les magistrats en charge de cette affaire. Ça, c'est inscrit dans le code de procédure pénale. Donc, je dis bien, c'est une faute professionnelle. Ça, il faut le dire. Je dis, le fait de l'excuse de dire que chacun a ses sources, mais en enquête, lorsqu'il en fait en instruction, vous ne pouvez pas venir dire que vous avez les auditions. Vous savez que dans l'affaire Yves Michel Fosso, il y a des confrères qui ont été poursuivis parce qu'ils ont publié les auditions de Yves Michel Fosso et les autres. Alors que l'affaire était en instruction. Alors que l'affaire était en instruction, ils ont été poursuivis pour cela. Hein? Même si à cette époque-là, chacun s'est défendu en disant, écoutez, j'ai ramassé peut-être le PV d'audition dans la rue, mais je dis, c'est une faute professionnelle. Ça, il faut déjà le rappeler. Et la prochaine étape, à ce stade, en matière d'information judiciaire, à ce stade, la presse relève comme les allées, comme j'ai vu Guy Zogo faire, ceux qui entrent, ceux qui ont été interpellés, s'il y a eu des perquisitions, la presse le relaie. Et la troisième fois où la presse intervient de façon générale, lorsque peut-être des gens ont été envoyés, des mandats de dépôt ont été signés, ou alors des non-lieux ont été prononcés. Et la quatrième phase, c'est au niveau, lorsque l'affaire est publique, au niveau où des gens font des comptes rendus d'audience. Donc, il faut le dire, il faut le dire. Je sais que cette affaire, comment je vais dire ça, défraie la chronique et suscite les passions. Mais nous devons rester non seulement professionnels, quand je dis professionnels, même les magistrats professionnels, pour qu'à la fin, je dis bien pour qu'à la fin, que ce soit des suspects ou d'autres, les différents partis, ne disent pas qu'il y a eu un complot. Et que la vérité soit acceptée par tous. Par tous, et c'est le piège dans cette affaire. Merci. Pour sortir rapidement en 30 secondes, je vous ai vu lever la main, vous voulez ajouter? Oui, juste dire que, vous savez, il faut tout simplement que les gens apprennent à communiquer. Ce n'est pas parce qu'une affaire est si traîne des passions que la partie publique ne doit pas communiquer. Qu'est-ce que ça coûterait qu'au niveau même du gouvernement de la gendarmerie, qu'il y ait une communication officielle de ceux qui gèrent l'enquête? Qu'est-ce que ça coûterait au niveau du commissaire du gouvernement après ce premier déferlement et qui a demandé le retour 7 de faire le point aujourd'hui avec la presse sur la question pour fixer les autres? Qu'est-ce que ça coûterait? Vous savez, les choses les plus basiques et simples chez nous sont comme des choses extraordinaires et qui appellent et qui laissent une voie à toutes les manipulations, à toutes les interprétations, pour que finalement la vérité soit toujours complètement noyée. Mais je pense que la vérité ici est qu'il faudrait que ceux qui ont assassiné Martinez Zogo soient tout simplement... Ok, on attend tous la manifestation de la vérité. Toutes ces personnes ont été donc reconduites au secrétariat d'État à la Défense pour complément d'enquête. Et qui c'est qui a prescrit cette enquête mixte gendarmerie-police? Le président de la République, qui
qui célébrait donc son 90e anniversaire le 13 février dernier. Et le Forum Libre revient sur l'an 90 de Paul Biya ce matin. Il nous dit que malgré son âge, Paul Biya draine encore des foules, notamment des jeunes, du côté de la Léquié. Dites-nous, Prince Aristide Ngeka. Oui, pas seulement dans la Léquié. Vous avez vu avec moi qu'il y a eu des gens regroupés au niveau, je pense que c'était le Palais des Congrès, au cours d'une grosse cérémonie au niveau du Palais des Congrès, où le président de la République était représenté par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Même si il y a eu des informations qui ont fuité dans la presse, notamment un communiqué, en fait une instruction du ministre secrétaire général qui demandait au recteur de l'université de Yaoundé 1 de mobiliser les étudiants pour qu'ils puissent se déplacer du côté du palais des congrès pour assister à cette cérémonie-là ou alors pour faire foule. Mais contrairement à ça, à la Léquié, je pense que c'était le 9, le ministre, autant pour moi, Eyebe Aissi, en sa qualité de chef de la délégation permanent et départemental du comité central du RDP de ce côté-là, a réuni les jeunes de la Léquié pour les inviter à continuer à croire à la politique prônée par le président de la République en faveur de la jeunesse. Je me suis dit que, nous sommes dit que c'est comme si le ministre Eyebe Aissi connaissait déjà ce que le président de la République allait dire, notamment avec les fonds de garantie et d'autres instruments que les jeunes doivent pouvoir exploiter, comme l'agriculture et l'auto-emploi. Donc, cette actualité-là, autant pour moi, nous a interpellés. Pourquoi? Parce que dans la Léquié, ça boue beaucoup et ils ont souvent l'exclusivité en matière de politique. Vous savez que, je pense il y a deux ans, le 24 mars, autant pour moi, ils étaient les premiers à appeler le président de la République à se représenter encore en 2025, ou tout au moins, et même en l'invitant même à anticiper une élection, pour se représenter à la magistrature suprême. Donc, le vendredi dernier, le ministre Eyebe Aissi a convoqué les jeunes de la Léquié pour leur dire, écoutez, continuez à soutenir le président de la République, c'est tout au moins le moindre risque, contrairement à d'autres offres qui vous ont faites. Idriss Essom, est-ce qu'on peut encore croire, enfin du moins les jeunes, à la politique du président de la République? Oui, il faut dire qu'il y a deux types de jeunes, Achille. Il y a des jeunes qui profitent du système en place, et on ne va pas empêcher ces jeunes qui ont des parents bien positionnés, des frères, des sœurs, qui ont des amis, ces jeunes qui en profitent et qui sont peut-être des bénéfices des lignes X, Y, Z que vous connaissez. Ces jeunes-là ne peuvent que, ou bien qui vivent au dos du système actuel, ils ne vont que soutenir le chef de l'État. C'est tout à fait logique et c'est normal. Mais maintenant, le problème, c'est que ces jeunes sont combien? Et lorsqu'on regarde la majorité de ces autres jeunes qui souffrent le martyre, on leur demande même, le chef d'État parle de s'auto-employer, qui se battent même à créer des entreprises, mais ces entreprises qui sont noyées, asphyxiées, qui ne font jamais 2 ans, 3 ans, qui n'arrivent même pas à avoir des marchés. Est-ce que le chef d'État qui dit aux jeunes de s'auto-employer, est-ce qu'il y a un système global qui fait de telle sorte que les entreprises parapubliques ou publiques ou bien les grosses entreprises privées puissent soutenir ces jeunes entreprises, de ces jeunes en termes de marché? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est fait? Non. C'est-à-dire que les jeunes doivent toujours se débrouiller. Cette jeunesse-là est essentiellement une jeunesse qui attend, qui a accepté de souffrir en silence, comme le disait, on lisait dans Albert Camus, donc, qui souffre, qui gémit, qui a même cessé de crier. Alors, et il y a cette autre jeunesse qui, lorsqu'on leur donne 5 000, 10 000, vous les verrez venir en masse le temps d'un meeting et après retrouveront leur train-train quotidien avec leur galère. Donc voilà la trilogie, voilà les 3 types de jeunes que nous rencontrons. Et en fin de compte, nous sommes encore face à cette jeunesse qui nous agresse les soirs, qui font du mal dans les quartiers, qui traînent en ce moment où je vous parle dans les carrefours des quartiers et tout le reste, et qui jouent au damier et qui font ceci, et la nuit agressent les uns les autres. Cette jeunesse-là qui est véritablement un problème pour les autres citoyens. Donc voilà la mauvaise cartographie qu'est-ce que le chef d'État en lui-même devrait faire de manière concrète? Parce qu'il a annoncé quand même un fonds de garantie. On conteste, quand il met des actions, on conteste. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Mais le problème, on ne conteste pas. Le problème, Achille, qui est avec les actions du chef d'État, on n'a jamais dit que les propositions du chef d'État sont mauvaises. Le problème, c'est entre
les propositions, entre les actions qui sont faites. Mais on a parlé par exemple du plan spécial de... on va vous dire qu'il y a près de 20 milliards. Mais vous ne verrez pas les effets concrets de cet argent. C'est ça le problème. Vous savez que nous sommes dans un environnement où il y a tellement de milliards qui sont consacrés aux jeunes, tellement de programmes. Vous allez voir le PIASI, vous allez voir le PAGER, vous allez voir tous ces trucs qui sont là. Les jeunes, ne sont pas au courant, mauvaise communication pour la cible. Deuxièmement, ceux qui dirigent ces programmes prennent leurs amis, leurs frères, leurs soeurs, leurs copains et leurs copines pour pouvoir partager cela et viennent vous sortir des chiffres en dormi debout pour justifier que cela est fait. C'est ça que nous décrions. Et entre-temps, la masse de la jeunesse qui devrait même se lever et revendiquer cela est amorphe et attentiste. Voilà la situation. Merci Idriss Lisson, merci à Prince Aïssingue Kam d'être venu décrypter l'actualité ce mercredi. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Innocent Abega, François Dikoumé et Emo Swongo à la réalisation. Ne manquez surtout pas de revivre les temps forts de cette émission sur notre page Facebook d'Equinox TV et Radio. Allez, retrouvez la team d'Isabelle Carole Zoupette juste après nous pour 10-12 le Zénith. Bye bye.